Bonjour à toutes, à tous, pardon. Sinon à toutes et à tous. Heureusement, on a un petit peu de représentation féminine, c'est quand même mieux. À quelques jours du référendum, on a souhaité vous rassembler pour rappeler quelques points qui nous paraissent absolument fondamentaux. Premier point, notre image en France et à l'international, mais aussi auprès des partenaires et des mécènes, est plus dégradée que jamais. Les révélations de l'équipe montrent un désastre. Je dis bien un désastre sur la gouvernance par la FFR de France 2023. Les révélations du Parisien, avant ou après celle de l'équipe avec le scandale de la billetterie et un ancien salarié de la FFR impliqué, ajoutent encore au trouble. La Coupe du Monde est déstabilisée, non pas par nous, mais par cette gouvernance et par un directeur général du GIP, Claude Haché, que Bernard Laporte avait lui-même nommé sans aucune précaution ou enquête préalable lors de sa nomination. Estimer qu'il aurait été nécessaire de faire une enquête préalable avant de nommer Claude Haché à la direction générale du GIP. Il nous paraît essentiel que cette fédération qui part à volo soit reprise en main. Et je vais revenir sur 6 points clés qui montrent à quel point la fédération part à volo. 1, on l'a vu, la gouvernance de France 2023 est un échec total. Je mentionne que les comptes de France 2023 n'ont jamais été transmis aux élus du comité directeur que nous sommes, en dépit de relances incessantes. Je mentionne que Bernard Laporte et le comité directeur ont apporté un soutien aveugle et jusqu'au boutiste à Claude Haché, qui représentait encore la Fédération française de rugby au tournoi des 6 nations il y a quelques semaines. Je rappelle quand même que la FFR est actionnaire à 62% du GIP France 2023 et que 4 membres du comité directeur, dont le trésorier, sont membres du conseil d'administration de France 2023. Ça, c'est le premier point. Il y en a 6, donc restez accrochés. On nous dit que cette affaire et ce procès n'auraient pas d'impact sur la Fédération française de rugby. Il va falloir que Philippe Spanghero coupe son micro. Pourtant, il aime bien parler. Il va y arriver. Non, il va y arriver. C'est parce qu'il a des gros doigts. Voilà. On nous dit qu'il n'y a pas d'impact sur la Fédération française de rugby. Mais la réalité, c'est que le préjudice est énorme en matière d'image. Je connais un petit peu le sujet. Construire une image et nourrir les valeurs de rugby, ce sont des millions d'euros. Le préjudice pour la Fédération française de rugby de ces affaires, ce sont des millions d'euros. Ça fait 6 ans que tout cela dure. 6 années de mandat Laporte. Je rappelle que le début des affaires, c'est 2017. 6 années de mandat Laporte et une première inspection générale des finances dès la première année, de l'éducation nationale dès la première année. Troisième point, les finances de la FFR vont dans le mur. Cette gouvernance a réussi l'exploit d'obtenir le grand chelem avec 6 années de déficit d'exploitation courant. 6 années de déficit d'exploitation courant, uniquement sauvées par la vente du tournoi des 6 nations à un fonds d'investissement, ce qui génère des profits exceptionnels qui couvrent certaines années les déficits courants, mais tout chef d'entreprise responsable, tout président d'association responsable, sait qu'on ne finance pas du courant avec de l'exceptionnel. Il y a un projet de petit stade, comme l'a révélé Le Parisien, le stade Raoul Montbran à Pantin, qui coûte 60 millions d'euros, sans que personne ne sache à quoi et à qui ça va servir. La Fédération française de rugby a même proposé au Stade français Paris de le lui louer. On m'explique pourquoi on a investi autant d'argent dans ce petit stade à Montbran. Et il y a des profits annoncés pour la Coupe du Monde qui sont, dans le meilleur des cas, divisés par 5 par rapport aux prévisions initiales. On est loin, on est très très loin des annonces initiales et de la promesse d'une pluie d'or qui était faite au club. Les finances vont dans le mur. Plus grave encore, et c'est le 4e point, et ça c'est plus grave encore parce que ça concerne l'avenir. Le fonds d'assurance de la FFR, le fonds d'assurance, c'est l'argent qu'on met de côté pour les grands blessés, a fondu de 62 à 32 millions d'euros. Il a été divisé par 2. Et dans le même temps, parce que la FFR l'a utilisé pour financer un plan de relance dont elle s'est vantée auprès des clubs, que c'était avec l'argent de la Fédération française de rugby, alors que c'était avec l'argent des licenciés. C'est extrêmement grave parce que cet argent, c'est celui qui doit nous permettre d'assumer le problématique des commotions cérébrales et la problématique des grands blessés.
Conséquence directe, la fédération a augmenté de 34% le prix des licences assurances. 34% le prix des licences assurances, une année où au contraire les clubs avaient besoin d'être accompagnés puisque c'est une année où il y a des problématiques d'inflation et de pouvoir d'achat. Cinquièmement, les règles de base d'une gouvernance saine et éthique, et ce n'est pas un gros mot de parler d'éthique, sont bafouées en permanence. Quelques exemples. Un président qui écrit l'après-midi un courrier à tous les licenciés, alors que le matin même, il était mis en retrait. Un président qui continue à appeler les clubs, alors qu'il est mis en retrait, comme l'a révélé l'équipe ce matin. Un comité directeur qui ne s'est toujours pas reporté partie civile dans le procès, alors que le parquet national financier a interjeté appel, et alors que, par exemple, la Ligue nationale de rugby, elle, s'est tout de suite reportée civile. Un comité directeur toujours qui valide les frais d'avocat de 200 000 €, avec une avance qui n'a toujours pas été remboursée à ce jour, ce qui matérialise depuis le 13 décembre un abus de confiance. Ce qui matérialise un abus de confiance depuis le 13 décembre. Et on ne sait toujours pas, et le trésorier ne nous l'a pas donné, le montant des frais d'avocat depuis 2017. Donc on a un trésorier qui a été interrogé sur le sujet en Assemblée générale financière le 2 décembre et qui, depuis le 2 décembre, n'a pas été capable de nous dire le montant des frais d'avocat. Un secrétaire général qui refuse de transmettre les enregistrements d'un comité directeur, alors que c'est la loi et qu'il faudrait qu'on aille devant la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, pour l'obtenir, et qui organise sciemment une partie civile fantomatique au procès de septembre, à tel point que le procureur a été obligé de dire que être partie civile n'était pas un jeu. Des salariés de premier rang, le directeur général, le directeur des systèmes d'information, payés par 100% des clubs et qui travaillent en fait pour la campagne de l'équipe en place. Et enfin des ligues ou des comités départementaux instrumentalisés qui prennent parti en envoyant des consignes de vote, alors que normalement, une ligue et un comité départemental représentent 100% des clubs et devraient rester totalement neutres. Tout ça, ça matérialise le fait qu'une gouvernance, les règles de la gouvernance saine et éthique sont bafouées en permanence. Et dernier point, et c'est le 6e, un rugby amateur qui est en souffrance, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Des clubs et des bénévoles et des licenciés exclus de leur Coupe du Monde, sans accès à la billetterie. Des catégories cadets et juniors en souffrance. Un rugby qui disparaît des villages et des villes moyennes et qui s'est financiarisé à l'infini pour uniquement être possible dans les grandes villes. La suppression de la moitié des titres de champion de France et de tous les boucliers territoriaux, alors que notre première responsabilité, c'est de fabriquer des aventures humaines collectives qui sont des souvenirs pour la vie. Une réforme totalement injuste des indemnités kilométriques, qui se traduira par des forfaits de clubs territoriaux pour les phases finales du championnat de France parce qu'ils ne pourront pas payer les bus, et des frais d'arbitrage qui augmentent, alors que la Fédération française de rugby et Bernard Laporte, pendant sa campagne, avaient promis de les prendre à sa charge dès lors qu'il signait avec le fonds d'investissement CVC. Voilà ce qui matérialise des règles bafouées. Alors oui, devant tous ces errements très graves, nous appelons à voter contre un candidat unique et pour permettre des élections générales qui peuvent s'organiser en 6 semaines et qui permettront au club d'avoir un vrai choix. Bernard Laporte et Serge Simon sont de fait mis de côté. Bernard Laporte n'est de fait plus président, il n'en a plus aucune des prérogatives, même s'il continue à s'agiter en coulisses. Il s'agit bien de choisir un nouveau président jusqu'en 2025, puisqu'il est plus que probable que l'État prolonge de 6 mois le mandat des fédérations compte tenu des Jeux olympiques et paralympiques. Les clubs doivent avoir le choix d'une équipe, d'un capitaine et d'une gouvernance. Personne ne comprend qu'un président condamné en première instance puisse choisir son successeur. Si on faisait ça dans un club, si on faisait ça dans une entreprise, ça paraîtrait surréaliste. Dans une élection générale, à l'inverse, tous les candidats sont bienvenus, y compris de nouvelles têtes.
Et si Patrick Buisson veut se présenter, qu'il le fasse. Mais projet contre projet, campagne contre campagne, équipe contre équipe, et qu'il y ait une vraie élection. Je le dis, nous le disons, une élection en 6 semaines, c'est la vraie solution d'apaisement. La solution d'un référendum tous les mois, si la candidature de Patrick Buisson n'était pas retenue, est totalement irresponsable à 8 mois de la Coupe du Monde. Si le comité, le directeur le décide, les élections peuvent se faire en 6 semaines. En 6 semaines, et pas en 6 mois comme on essaye de nous le faire croire. Les élections peuvent se faire en 6 semaines. C'est la seule solution raisonnable si le non l'emporte. C'est la seule solution raisonnable si le non l'emporte. Nous sommes, au Val-Ensemble, très confiants dans le résultat de ce référendum. Par contre, nous souhaitons le sécuriser. Et nous sommes très confiants parce que nous avons le retour de nos relais. Nous avons le souvenir d'un référendum sur le match le dimanche, qui avait été organisé par la FFR, pour lequel l'équipe, le journal L'Équipe, avait révélé 30 votes non traçables, arrivés par téléphone, qui avaient fait basculer le résultat. Donc oui, nous sommes inquiets sur la sécurisation de ce vote. Nous voulons une totale transparence sur qui vote quand pendant les 3 jours du scrutin. Nous voulons la liste des clubs qui sont habilités à voter. Puisque pour être habilité à voter, un président doit avoir la mention « J'ai prise », pardon, de ce détail technique sur l'outil informatique Ovalie. C'est une information dont dispose la gouvernance de la FFR et dont nous ne disposons pas. Nous souhaitons que cette campagne, que ce référendum soit équitable. Nous voulons savoir aussi clairement s'il y a une période blanche ou non. Le comité éthique, dans ses recommandations, avait recommandé une période blanche de 3 jours, pendant laquelle, préalable aux 3 jours de vote, pendant laquelle on était censé ne plus contacter les clubs. On ne sait pas si la gouvernance a suivi ou pas cette préconisation. Nous voulons savoir ce qu'il en est. Si le 26 janvier après-midi, le oui l'emporte, nous serons respectueux de la décision des clubs et nous serons responsables à l'aube d'une Coupe du Monde et par respect pour l'équipe de France. Mais si le non l'emporte, il appartiendra au comité directeur de la Fédération française de rugby d'être respectueux à son tour de l'intérêt supérieur du rugby et surtout d'être responsable. Le comité directeur aura l'obligation d'entendre la voix des clubs. Le comité directeur aura l'obligation d'organiser des élections générales. Seules des élections générales peuvent apaiser le rugby, préserver la Coupe du Monde et protéger notre magnifique équipe de France. En cas de victoire du non, le 27 janvier, nous aurons un comité directeur. Nous répéterons haut et fort ce que nous vous disons aujourd'hui devant la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui s'est invitée au comité directeur du vendredi 27 janvier, lendemain du référendum. Et je conclus. Alors que l'image de la gouvernance du sport en France est malmenée, et celle du rugby en particulier, les bénévoles, nous appelons tous les bénévoles, tous les licenciés à se mobiliser. Les présidents de clubs sont face à un choix déterminant qui impactera durablement l'image du rugby français. Ils doivent faire le choix de l'éthique. Merci à tous. Et on passe aux questions. Vous avez compris qu'on était un petit peu remonté. On vous écoute. Et donc, s'il y a des questions également à distance, vous pouvez les poser aussi en prenant directement la parole. Allons-y. Allez-y. Est-ce que vous savez ce qui est prévu si Il y a un comité directeur le 27. Donc, est-ce que vous savez, pardon, je répète pour ceux qui sont à distance, est-ce que vous savez ce qui est prévu si le non l'emporte? Il y a un comité directeur le 27 janvier. Je pense qu'il est très important de noter que la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques sera présente. Elle s'est invitée à ce comité directeur. Et il me semble que seule la raison devrait l'emporter, et donc l'organisation d'élections générales, qu'encore une fois, le comité directeur peut décider, il a la décision, et qui s'organise en 6 semaines. Et donc, on peut avoir une nouvelle équipe fin mars ou début avril,
Donc, dans un temps tout à fait respectable pour permettre d'organiser une Coupe du Monde dans des conditions sérieuses. Et franchement, au regard de ce qu'on voit des dérapages de France 2023, alors qu'il y avait 4 membres du comité directeur qui sont censés suivre ce qui s'y passe, il y a urgence à changer la gouvernance. C'est le comité directeur qui a les clés, mais c'est le comité directeur qui a les clés, c'est lui qui doit décider de ces élections générales, mais si le non l'emporte, personne ne comprendrait qu'il nous propose une élection à répétition avec un nouveau candidat tous les mois et qu'on mette le rugby français dans la difficulté. Nous, on a décidé d'être responsables et respectueux. Si le oui l'emporte et si Patrick Buisson l'emporte, on respectera et on s'alignera derrière et on poussera dans l'unité du rugby. Mais à l'inverse, on attend du comité directeur qu'il fasse preuve du même sens des responsabilités et du même respect que celui qui serait le nôtre. Question. Je ne veux même pas envisager cette hypothèse. Je pense qu'il y a un enjeu qui nous dépasse, qui est l'équipe de France, qui est la Coupe du Monde. Et je pense que tout le monde doit avoir le sens des responsabilités. Nous l'avons. Et nous attendons que le comité directeur l'ait de la même manière. Il y a une question à distance. Bonjour messieurs. Vous parliez de la sécurité la sécurisation du scrutin. Il y a vraiment des doutes quant à la fiabilité Il y a des flous artistiques. Il y a un historique que l'équipe avait révélé avec 30 voix non traçables qui étaient apparues par téléphone et qui avaient fait basculer un scrutin sur le match le dimanche. Donc, ça avait été à l'époque des voix qui avaient été portées par le DSI de la fédération, donc le directeur des systèmes d'information, lui-même en charge aujourd'hui du volet du vote électronique. Donc oui, nous voulons sécuriser, nous avons en tout cas des doutes et nous souhaitons que ces doutes soient levés. Donc on veut savoir précisément qui aura, c'est une information clé, hein, savoir qui a voté quand vous permet de relancer les clubs de manière ciblée. Donc c'est extrêmement important que pendant les 3 jours de vote, soit tout le monde a accès, soit tout le monde a accès aux clubs qui ont voté, soit on garantit que personne n'y a accès. Ça, c'est un premier point et qui me paraît absolument fondamental. Et puis, deuxièmement, il y a cette histoire de période blanche. C'est un flou artistique complet. Cette gouvernance a dit qu'elle suivait scrupuleusement les règles du comité éthique, mais sur la période blanche, visiblement, elle ne les suit pas. Donc, on se demande la question. C'est un suivi à géométrie variable en fonction de l'intérêt du moment. Et le deuxième point que je mentionnais déjà, c'est d'avoir accès à la liste des votants, puisque on l'a vu dans le courrier qui a été envoyé par le secrétaire général, sur les 10 600 voix, visiblement, il n'y a que 9 500 voix possibles, ou à peu près. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de clubs qui n'ont probablement pas activé ce qu'on appelle leur droit G13, c'est-à-dire le droit pour un président de voter. Savoir les clubs qui ont activé leur droit et savoir ceux qui ne l'ont pas activé, c'est un avantage concurrentiel considérable dans le cadre d'une campagne, puisqu'on sait les clubs qu'on peut relancer et les clubs qu'il n'est pas nécessaire de relancer. Donc oui, on trouve qu'il y a une nécessité d'équité dans l'organisation du vote, et à ce jour, cette équité ne nous semble pas garantie. C'est quoi les concrètes du vote, que doivent faire les clubs? C'est activer un droit, qu'est-ce qu'ils vont faire et comment ça se passe? Alors, la question qui m'est posée dans la salle, c'est de savoir quelles sont les modalités concrètes du vote, que doivent faire les clubs, comment ça se passe. Donc, c'est un vote, on le sait depuis hier. Hein. On est à 3 jours du scrutin, on le sait depuis hier. Petite parenthèse au passage, ce qui montre quand même le défaut majeur de transparence en la matière. Mais je vous donne le détail qu'on a appris hier, en tout cas qu'on a découvert hier. Les clubs votent en ligne, ils ont 3 possibilités de vote, oui, non, abstention. Préalablement à ça, seuls peuvent voter les clubs qui ont activé leur droit G-Presse pour leur président. Et donc, c'est là où on voudrait avoir la liste des clubs qui ont activé leur droit G-Presse, que nous n'avons pas aujourd'hui. A priori, ils ne peuvent pas changer leur vote une fois qu'ils ont voté. Ils ont 3 jours pour voter. Normalement, selon la recommandation du comité éthique, précédé de 3 jours de période blanche, sauf qu'on n'a pas la confirmation de la période blanche. Voilà. Et le résultat du vote devrait tomber le 26 après-midi. Les clubs ont été notifiés pour activer ce droit, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre,
la gouvernance actuelle de la fédération a accès à la liste des clubs qui ont les droits G-Presse. Nous n'avons pas la main sur l'outil informatique et donc nous n'avons pas la liste des clubs qui ont activé les droits G-Presse. Nous souhaitons que cette liste nous soit transmise. Est-ce que ça répond à la question? Merci. Autre question? Quelle implication vous avez sur l'organisation des modalités de ce vote? J'imagine que vous avez posé la question à la FFR. Vous attendez une réponse quand? Alors, la question qui me posait dans la salle est de savoir si nous avons posé la question à la FFR sur les modalités et l'organisation de ce vote et si nous avons eu des réponses. Nous avons écrit 2 fois à Christian Dulin. Il nous a fait une réponse incomplète. Et donc, nous continuons et maintenons ces questions. Ces questions, nous les avons posées par écrit, une première fois dans une lettre fermée, une deuxième fois dans une lettre ouverte. Il nous a répondu de manière sommaire et donc nous en parlons publiquement dans cette conférence de presse aujourd'hui. C'est-à-dire que vous attendez à postponer un peu le vote ou... Non. Non, nous n'attendons pas, nous ne souhaitons pas que le vote soit reporté. Je pense qu'il y a une urgence avec la Coupe du Monde, donc il est important que ce vote ait lieu et que les clubs puissent s'exprimer. On n'a pas remis en cause le référendum parce qu'il était souhaité par la ministre et par le comité éthique et qu'on n'allait pas faire de juridisme, même si il paraît quand même assez surprenant qu'un président condamné en première instance puisse nommer son successeur. Mais non, on ne va pas reporter le vote parce qu'il y a des échéances qui sont très importantes et qu'il nous semble qu'il faut aller vite. Aller vite, c'est voter contre le référendum aujourd'hui. Et c'est pour le comité directeur, si le non l'emporte, accepter d'organiser des élections générales en 6 semaines, comme les statuts le lui permettent. Nous, au Val-Ensemble, on a une organisation qui est très carrée. On a pratiquement 500 bénévoles. Sur les 500 bénévoles, il y en a un certain nombre qui travaillent dans 14 groupes de travail qui œuvrent sur la pratique féminine, le rugby à 5, l'organisation des compétitions, l'éthique, tous ces sujets, et qui bossent énormément depuis pratiquement 3 ans maintenant. Et parallèlement à ça, on a 280 relais militants qui maillent l'ensemble du territoire, qui ont chacun la responsabilité de 6 à 7 clubs et qui nous remontent des intentions de vote. Les intentions de vote nous semblent globalement favorables et on pense que le non a plus que le vent en poupe et que le non va l'emporter. Autre question? Y a-t-il des questions à distance? Non? Ben, merci à tous de votre écoute. On est disponible. Alors, Abdelatif Benazi par téléphone, si c'était nécessaire, parce qu'il est aujourd'hui aux Émirats. Donc, voilà, il est avec nous à distance. Et puis, on ne s'est pas présenté au début, mais Philippe Spanghero, Olivier Poulini du RC Suresnes, mais originaire de Montauban où il a joué. Je ne présente pas Jean-Marc Lermet. Et Philippe Spanghero, pas la peine de présenter le nom de la famille, mais ancien joueur à Castelnaudary et Toulouse. Toulouse, Narbonne, Carcassonne, voilà. Rayonné dans le sud-ouest. Voilà. Voilà. On est disponible individuellement pour répondre à vos questions. Merci à ceux qui nous ont rejoints à distance et à très bientôt, on l'espère. Merci.